Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du balado Confession de Petit Chris. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Carole. Bonjour. J'aurais aimé ça au début, que tu te présentes un peu, savoir t'es rendu aujourd'hui, t'as quel âge? Moi, dans le fond, j'ai 20 ans. Je suis maman à temps plein. Puis ça fait pas longtemps que t'es sortie de la DPJ, t'es sortie, t'avais Oui, 18 ans? Exactement. OK. Puis, dans le fond, ta dynamique familiale, avant que tu sois placée, ça ressemblait à quoi chez toi? C'était un peu du mélangé, ça me pourrait dire. Depuis ma naissance, je te dirais, la DPJ s'est placée à 3 ans. Mais ils ont débarqué à l'hôpital, mais ils n'ont pas fait de cas. Par la suite, mes parents, ils n'étaient pas des bons parents. À 3 ans, la DPJ est venue, ils sont venus nous chercher. Après plusieurs signalements, la DPJ ne désirait pas écouter les signalements. Par la suite, à 3 ans, ils sont venus nous chercher, moi et mes sœurs. Et puis, nous sommes débarqués dans une famille d'accueil. Moi, j'ai été placée dans une autre famille d'accueil que mes sœurs. On a été pas mal séparés. J'ai eu 2 sœurs qui ont été placées dans une famille d'accueil qui est dans la famille. J'ai eu moi qui a été placé dans une famille d'accueil qui avait attribué pour moi, qui était une genre de garderie, ou qui gardait des personnes en garderie dans le fond. Et puis j'ai eu mon autre sœur qui a été en famille d'accueil chez une dame de la DPJ. Fait que dans le fond, l'élément déclencheur qui a fait que tu as été placé, c'était plus de la négligence ou de l'abus? Pas mal de tout. Négligence, Pas mal, un petit mélange. maltraitance, ouais. Pas mal le mélange qu'on ne voudrait pas voir. Négligence, maltraitance, malnutrition. On était enfermés à clé dans notre chambre, etc. OK. Il y a eu 27 signalements de voisins, de propriétaires, de personnes qui allaient chez ma mère et mon père. Il y a eu plusieurs signalements, dont la personne qui nous a pris dans ma famille, qui a fait aussi des signalements. La DPJ a décidé de la retenir seulement quand ma mère a fait une fraude dans un magasin, que la police a dû s'impliquer, puis que là, ils ont débarqué à la maison. C'est la seule fois que la DPJ a décidé de s'ouvrir les yeux et de voir ce qui se passait. Puis en aucun autre moment, dans les autres signalements, ils vous ont offert à ta famille de l'aide au niveau des services sociaux ou au niveau communautaire des services d'aide? Non, du tout. Pour eux, on n'était pas... Quand eux venaient, il y avait un témoin et c'était la personne qui nous a pris dans notre famille. Quand eux venaient, ben, ils disaient comme de quoi que ça sentait bon, que c'était propre et tout. Mais tu sais, ils fouillaient pas plus que ça. Ils se posaient pas plus de questions. Donc pour eux, tout était normal, tout était beau, on n'avait pas besoin d'aide. Fait que dans le fond, on se fiait à la façade que tes parents présentaient avec une maison Exactement. propre, puis tout, etc. Exactement. Mais disons que il y a eu plusieurs signalements qui ont été, tu sais, nous, ce que moi, j'ai pas compris, c'est que moi, j'ai eu mon dossier. Et dans mon dossier, ils nous ont vus en jaquette avec une couche. Moi, j'étais dans ma bassinette parce que j'étais trop jeune. Mais mes sœurs, elles les ont vus en jaquette avec une couche et les cheveux tellement gras qu'ils étaient cotonnés. Ils ont dit que tout était beau, puis ils sont partis. Puis ils ont décidé de rentrer dans notre vie vraiment quand ma mère s'est fait pogner pour de la fraude dans ce magasin. Puis à ce moment-là, est-ce que toi ou tes sœurs, vous avez été questionnés sur comment ça se passait à la maison? Est-ce que vous avez rencontré individuellement, seul à seul, des intervenantes? Toi, je comprends que tu étais plutôt jeune, là, mais tes sœurs étaient un peu plus âgées. Est-ce que tu sais si eux, de leur côté, ils ont... On n'a pas eu ça, dans le fond. On a été vraiment jetés, je te dirais, par la DPJ. Ils ont débarqué avec la police. Ce que moi, mes soeurs m'ont dit, c'est qu'ils ont débarqué avec la police, ils nous ont pris, ils nous ont embarqués dans le char. Puis, ils ont été nous porter à la personne qui était dans notre famille. Puis, la personne qui était dans notre famille, ils lui ont dit, écoutez,
Vous avez 48 heures pour démontrer que vous avez en masse de choses pour les deux personnes. Sinon, on vous retire la garde et on les envoie dans d'autres familles d'accueil. Moi, ils m'ont parti avec moi. Ils ont été me donner la personne de la famille d'accueil. On dirait que c'était déjà prévu, mais on n'a pas eu personne qui est venu nous voir. On a juste été pris, puis on a été juste garochés ailleurs. Puis t'es resté combien de temps dans ta première famille d'accueil? Je pourrais pas te dire le temps précis, mais entre 1 an et 1 an et demi. La personne qui était dans notre famille venait me voir quand même avec mes sœurs. Et puis, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème lorsque je pleurais toujours. Mettons, ils me sortaient de là pour aller en sortie. Je voulais pas revenir. Je pétais un plomb. Je faisais une crise. C'était vraiment lourd parce que je voulais pas revenir. Pour moi, j'étais pas bien là. Et puis, il y avait d'autres enfants. Et puis, il s'est passé quelque chose. Il y avait un petit gars qui était assis dans un genre de fauteuil en avant de la TV, puis la TV a commencé à, tu sais, la TV de dans le temps, là, qui grisonnait, là, qui avait du gris dans l'écran et tout, avec du bruit, là. Ben, ça a tombé là-dessus, et puis l'enfant est parti à broyer, et puis la personne qui est dans ma famille a vu la madame de la famille d'accueil frapper l'enfant. Puis l'enfant voulait pas arrêter de pleurer, il pleurait encore plus, il refrappait jusqu'à temps que l'enfant il arrête de pleurer. Ils ont comme compris que, oh, OK, non, ça se passe pas très bien. Par la suite, ils m'ont fait voir par un médecin et puis c'est là qu'ils ont rendu compte que, tu sais, j'avais été maltraitée, pas sexuellement, mais physiquement. Fait que la DPJ a décidé de m'enlever de cette famille d'accueil-là et de me donner, encore une fois, à la personne qui avait mes deux autres sœurs dans ma famille. J'ai arrivé, j'avais 4 ans, 4 ans et demi. J'ai été encore une fois garoché. J'ai pas été. Oui, j'avais 3 ans, 3 ans et demi. J'ai pas eu le choix d'aller là-dedans. Et puis, la DPJ n'a pas fait plus de recherches sur leur cas. Ils n'ont pas plus fait de recherches comme qu'ils disent, comme qu'ils m'ont dit quand moi j'étais plus vieille. Qui faisaient des recherches sur les familles. Ils n'ont pas fait de recherche et puis ils m'ont mis dans la même famille que mes sœurs. Ce qui a donné que à partir de 8 ans, j'ai eu des attouchements sexuels, des agressions sexuelles de la part de ma famille. Des personnes qui étaient avec la personne qui m'avait pris sous son aile, si on pourrait dire. On a eu beaucoup de maltraitance physique, maltraitance psychologique, maltraitance sexuelle. Moi, mais mes sœurs ont eu de la maltraitance physique et de la maltraitance psychologique. Ça a pris, j'imagine, ça a pris du temps avant que tu puisses sortir de là pour qu'ils s'en fassent, qu'ils prennent connaissance de ce qui se passait, parce que ces gens-là, souvent, j'imagine qu'ils sont habiles pour cacher leurs problèmes. Ils ont jamais pris, la DPJ n'a jamais pris connaissance de notre dossier. Pour eux, c'était normal ce qui se passait. La seule fois que, tu sais, ça, il est écrit dans mon dossier, à 14 ans, dans le fond, moi, ma grand-mère nous disait tout ce qu'il fallait dire à des DPJ. Il faut dire ça, 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 parce que si on dit pas ça, puis si on déraille, ben quand on allait revenir, on allait être en punition. Puis notre punition, ben on le savait très bien c'était quoi. Souvent, c'était des heures et des heures pendant la nuit, avec 2 dictionnaires des mains placés en croix dans une place. Ou être à genoux directement dehors sur l'asphalte pendant des heures et des heures ou des affaires comme ça. Elle vous demandait de dire qu'est-ce qu'elle vous disait de dire, sinon vous étiez en punition? Oui. Parce qu'elle voulait pas que la DPJ débarque. Parce qu'elle savait les abus et tout. Elle était très consciente. Elle savait très bien ce qui se passait. Moi et ma plus grande sœur, la plus vieille, on en a parlé à notre grand-mère. Et puis, ça s'est dit que, dans le fond, elle nous a demandé de garder le silence. Et puis, il est écrit dans mon dossier que on dirait que c'est des robots qui ont été dictés par quelqu'un. Mais ils n'ont pas essayé de pousser plus loin. On était des... Ben, je parle pour ma part à moi. J'étais pas un enfant,
mais j'étais un objet offert à son mari et à son fils. De l'âge de mes 8 ans jusqu'à mes 18 ans. J'ai été abusée sexuellement par mon oncle, qui est le fils à ma grand-mère, de mes 8 ans à mes 18 ans. Ma grand-mère était consciente, ma grand-mère le savait très bien, parce que j'ai été chercher de l'aide auprès de ma grand-mère et puis la porte m'a été fermée. Elle voulait pas se ramasser en prison. J'ai eu 18 ans, j'ai quitté le centre jeunesse et puis j'ai reçu un message de sa part en me disant Carole, si tu ne veux pas de problème, moi je te demande de ne pas porter plainte. Je te demande de ne pas porter plainte au service de police, et ce, jusqu'à temps que je décède. Par la suite, tu feras ce que tu veux. Elle te contrôle d'une certaine manière. Elle te dit aussi, elle te dit de ne pas dire ce que tu as vécu, dans un sens où elle te demande de garder le silence, puis c'est une forme de violence aussi, là, de faire ça. Tu sais, moi, oui, je suis sortie du mécanisme de contrôle de ma grand-mère, mais je suis toujours autant atteinte par le mécanisme de ma grand-mère. Aujourd'hui, je la reverrai, puis je retomberai le soldat de ma grand-mère. Moi et mes sœurs, on a été brainwashés, puis quand la DPJ s'est rendu compte un peu, ben, je veux pas jeter toute la blâme sur la DPJ, mais s'il aurait poussé un peu plus, mes sœurs et moi, on aurait fini par parler. Est-ce que ta grand-mère aussi, elle te disait, tu sais, comme elle te disait quoi dire, mais est-ce qu'elle te disait aussi quoi ne pas dire? Elle me disait quoi pas dire, parce qu'elle me disait les mots exacts. Et puis, il fallait vraiment pas que je déroge de ça. Même si j'allais pas bien, il fallait que je dise que j'allais bien. Même si, mettons, le ciel est bleu, ben, il fallait que je dise, si ma grand-mère me disait le ciel est jaune, ben, il fallait que je dise le ciel est jaune. Puis t'es resté combien de temps dans cette famille-là? Jusqu'à mes 16 ans. À mes 16 ans, disons que moi, je faisais déjà de l'automutilation depuis mes 10 ans et demi, 11 ans. J'ai commencé l'automutilation. Ça a commencé avec mes ongles et puis ça finit avec des couteaux et tout. Je te dirais, à 16 ans, j'ai fait ma première tentative de suicide. Dans le fond, moi, j'ai été travailler, j'ai fait ma tentative de suicide sur le lieu de mon travail. Mon ami qui travaillait avec moi, qui était mon collègue de travail, a appelé la police, etc. La police est venue. Ma grand-mère a été terrifiée parce qu'elle a reçu l'appel de la police. Elle était pas terrifiée parce que elle pensait que je m'avais enlevé à la vie ou whatever. Elle était terrifiée parce qu'elle pensait que j'avais porté plainte contre elle ou contre la personne, les mes grands-pères, mon nom. Fait qu'elle est débarquée où que je travaillais et puis ça paraissait qu'elle était terrifiée. Là. Moi, je m'en voulais parce que ma grand-mère, quand elle avait vu la première automutilation que moi j'ai faite, ma grand-mère m'a donné une claque sur l'automutilation que j'avais. Puis elle m'a dit, je te jure, si jamais je revois ça, ça va pas être toi qui vas te le faire. Mais j'étais pas capable, j'étais pas bien dans ma peau. Avec tout ce qui se passait, j'étais pas bien. J'étais pas capable. Moi, étant plus jeune, je me disais, si je me rends plus profond, je vais réussir à m'enlever la vie. Si je me rends plus profond, je vais toucher une veine, et puis je vais mourir comme ça. Fait que, tu sais, pour moi, ça a toujours été un but de m'enlever la vie, je te dirais. Mais à 16 ans, quand j'ai vu que l'automutilation servait parce que ça m'enlevait un peu de douleur, mais ça servait pas parce que j'étais encore là. Parce que je souffrais encore, parce que j'avais encore tout ce que je voulais m'échapper. J'ai fait ma première tentative, la police est débarquée, etc. Et puis, j'ai été à l'hôpital de mon quartier, de où je suis, dans le fond, là, à l'Enfant Jésus. Et puis, par la suite, l'Enfant Jésus m'a transféré au CHUL. Et puis, j'ai été quasiment 3 mois au CHUL. Par la suite, ils m'ont dit comme de quoi que c'était juste la DPJ qui pouvait quelque chose pour moi. Que j'avais pas de problème, que je cherchais de l'attention. La DPJ, sont-ils venus t'aider à partir de là par rapport à ça?
Ils m'ont pris, je leur ai dit comme de quoi je voulais rien savoir d'eux. Je leur ai pas dit, je me suis battue avec eux autres. Parce que pour moi, c'était les pires personnes que j'aurais jamais pu voir. Parce que oui, ils m'avaient enlevé d'une famille, ils m'ont enlevé d'une place qui était pas bien pour me remettre dans une place qui était encore pire. Dans le fond, c'était pas pour toi, la DPJ représentait pas une figure sécurisante, quelqu'un qui pouvait te venir en aide. J'imagine que toi aussi, ça t'est pas venu dans l'idée de faire un autosignalement, par exemple, parce qu'on le sait, nous, il y a certaines personnes qui ont fait des autosignalements. Toi, pour toi, ça devait pas être concevable, considérant qu'ils, comme tu l'expliques, qu'ils t'ont sorti pour t'envoyer dans pire. Tu leur faisais pas Tout court, confiance. je pouvais pas le faire parce que à chaque fois que j'avais un cellulaire, ma grand-mère était toujours à côté de moi. Si j'aurais fait un signalement, j'aurais soit été décédée, soit ça n'aurait pas été chic, là. Tu avais peur pour ta vie à cause de Ouais. ce qu'elle pouvait faire si elle le découvrait? J'avais pas juste peur pour moi, j'avais peur aussi pour mes sœurs, mais oui. Oui. Puis avec du recul, quand tu vois ça, est-ce que tu te dis il y aurait un moyen ou quelque chose qu'on pourrait faire? Tu sais, je me demande s'il y a des gens qui nous écoutent, exemple, qui vivent ça présentement, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Ou toi, avec du recul, qu'est-ce que tu ferais pour te sortir de ça? As-tu une idée? Malgré tout ce que j'aurais pu avoir, j'aurais été au poste de police. J'aurais été dénoncer la situation. Puis je sais que j'aurais sûrement fini avec la DPJ, mais tu sais, d'un sens ou l'autre, c'est inévitable. Si tu es dans une famille comme ça, c'est inévitable. Donc, j'aurais préféré que le cercle s'arrête plutôt que de continuer comme ça. Puis par la suite, qu'est-ce qui s'est passé après ton épisode à l'hôpital? Ils t'ont retourné dans cette famille-là? Non, ils sont venus me chercher avec des agents transporteurs. Ils sont venus me chercher. Ils m'ont dit, écoute, on t'envoie en famille en centre d'accueil, au centre jeunesse, l'Escale. On t'envoie là et puis on verra par la suite. Je savais pas c'était quoi. La seule chose que je savais, c'est que je m'en allais ailleurs. Et puis, la travail sociale que j'avais m'a dit ou m'a expliqué que c'était pour les jeunes turbulents. J'ai fait une crise, ce qu'eux, ils appellent une crise. Je me suis levée et j'ai commencé à me frapper la tête dans le mur. Pour moi, je comprenais pas pourquoi que la DPJ pouvait me juger en me disant que j'étais turbulente, en me disant que c'était moi le problème quand que c'était pas moi le problème. Bien, c'est ça, mais il y a quelque chose de vraiment incohérent. C'est que d'un côté, quand tu sors de l'hôpital, ils disent que tu es normal puis ça va bien. Puis d'un autre côté, ils t'envoient d'une place pour des personnes avec des troubles de comportement sévères. Ouais. Pour eux, c'était juste un trouble de comportement. Si j'essayais de m'enlever la vie, c'était parce que je voulais avoir de l'attention. Ils n'ont jamais essayé de chercher, Au moment où que j'ai fait toutes mes tentatives, ils n'ont jamais essayé de chercher à savoir c'est quoi qu'il y avait derrière ça. Ils n'ont pas essayé de comprendre pourquoi qu'une jeune, aussi jeune que ça, qui a toute la vie devant elle, pourquoi qu'elle essaye autant de s'enlever la vie. Fait qu'ils n'étaient pas capables de voir la détresse qui était en dessous de toutes ces manifestations comportementales-là. Puis c'est assez aberrant parce que, tu sais, je veux dire, si tu es rendu à t'auto-mutiler à ce point-là, comment tu peux tasser l'élément détresse qui fait partie de l'équation? Parce que pour eux, ils parlaient à ma grand-mère, puis ma grand-mère disait comme de quoi j'étais turbulente, que je me battais toujours. Disons que je me battais beaucoup à l'école, parce que je me faisais intimider à l'école. Je battais pas les personnes qui me faisaient pas de mal. Je me défendais sur les personnes qui me faisaient du mal.
Je me défendais sur les personnes qui intimidaient les inférieurs, qui disaient. Pour moi, tout le monde est égal, mais pour les personnes qui intimident, par contre, c'est autre chose. Fait que moi, je défendais, et puis à cause de ça, ben, j'étais une personne turbulente. Parce que je me battais, parce que je m'automutilais, parce que j'essayais de m'enlever la vie. Pour ma grand-mère, c'est ce qu'elle a dit à la DPJ, puis la DPJ a préféré croire ma grand-mère. Mhm. Ça me fait beaucoup penser aussi, tu sais, à mon histoire dans le sens où, comme tu le dis, on s'arrête beaucoup au comportement que l'enfant a, puis on va pas voir à la source c'est quoi la souffrance qui est derrière ça, c'est quoi les traumatismes qu'il a vécu aussi, puis qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait en sorte que l'enfant réagit comme ça dans son environnement, parce qu'on est souvent réactif à notre environnement, donc c'est souvent des choses qu'on entend, de dire, ben, elle cherche l'attention. Oui, mais je cherche l'attention. C'est pas pour rien dans un sens que j'ai le besoin de m'exprimer, j'ai le besoin de comprendre ce que j'ai vécu, j'ai le besoin d'avoir de l'aide psychologique, puis je vous envoie des signaux de détresse, mais vous les entendez pas, puis vous faites rien dans ce sens-là. Fait que je pense que ton comportement était normal dans le contexte que tu vivais, mais après, c'est qu'est-ce qu'on a fait de ça qui était peut-être pas approprié pour tes besoins, dans le fond. Puis j'imagine à l'escale, tu as dû vivre toutes sortes de choses parce que disons qu'à Québec, l'escale, c'est aussi pour les filles au niveau sécuritaire, si je me trompe pas. Donc, Ben dans le fond, moi, quand j'ai arrivé au Centre Jeunesse, j'ai été rencontrée par ma travailleuse sociale et par une éducatrice du Centre Jeunesse. Et puis, avant, on m'a fait une fouille à nu, les fameuses fouilles à nu. Il y avait 2 agents masculins avec une éducatrice. On m'a demandé, les agents se sont tournés. L'éducatrice a toujours continué de me regarder, par contre. On m'a demandé de me changer. L'éducatrice avait une jaquette devant moi. Et puis, on m'a demandé de m'accroupir, de faire les sauts de grenouille et tout, de tousser, etc. Comme si on était en prison, dans le fond. C'était quand même... pour la première fois, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur parce que la première chose que je me suis dit, c'est oh, OK, ça veut-tu dire que c'est vraiment moi le problème? Pour qu'on m'envoie comme si ça serait dans une prison, ça veut-tu dire que c'est moi le problème? J'ai commencé à me poser des questions. Par la suite, on m'a dit de me rhabiller, etc. Lorsque la fouille a été complétée, j'ai été voir l'éducatrice et puis j'ai été rencontrer ma TS. Et puis par la suite, on a commencé l'admission. Plein de paragraphes et plein de questions là, sur ce qu'il en est. Et puis, lorsque ça a été fini, j'ai eu le droit à 2 jours dans une chambre neutre. Donc, il n'y avait pas de rideau. Les couvertes qui étaient, c'était des couvertes anti-suicide. J'avais pas d'oreiller. J'avais pas de tête d'oreiller. J'avais pas d'oreiller. J'avais pas de couvre-matelas. J'étais sur le matelas avec une couverte anti-suicide. Il n'y a pas de meubles, à part que le lit est fixé au sol. Tu peux pas le bouger, là. Il n'y a pas de meubles, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas rien. Tu es enfermé là-dedans, puis tu sors seulement pour tes repas. Je tiens à préciser que l'unité que moi j'ai été envoyée était l'unité la pire de l'escale, je te dirais. J'étais censé rester 2 jours. À la première journée, disons que je me faisais pas beaucoup d'amis là-bas. C'était une unité pour des proxénètes, des prostituées, des filles, désolé de mon expression, qui en ont pas mal rien à faire. Des filles qui tu sais, ils aimaient avoir le contrôle sur les nouvelles, etc. Ils étaient déjà en clique, si on pourrait dire. Il y avait déjà leur clique. Les nouvelles n'étaient pas admises dans leur clique. Fait que disons que la première journée s'est très mal passée. Je me suis
je me suis fait dire beaucoup de choses, que je n'étais pas à ma place, etc., etc. Par la suite, moi, dans le fond, dîner, déjeuner, souper, j'étais obligée de manger. On avait accès au couteau et puis j'ai commencé à cacher des couteaux sur moi, mais aussi dans ma chambre pour m'automutiler, pour essayer de m'enlever la vie. La deuxième journée, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu une fouille de l'unité. Ils ont trouvé 18 couteaux sur moi, mais aussi dans ma chambre. J'ai été rencontré et puis je me suis fait dire tu t'en vas au sécuritaire. J'ai été au gouvernail, centre jeunesse gouvernail, qui est pour les hommes, mais aussi qui a une section pour les femmes sécuritaires. Et puis en allant au sécuritaire, il y a des barbelés partout. Tu es dans ta chambre, la porte est close, la porte est barrée. Tu sors pour tes repas, tu sors pour aller à l'école, si tu veux aller à l'école. Moi, ça m'a pris quand même beaucoup de temps avant d'aller à l'école parce qu'ils ne voulaient pas m'envoyer à l'école, parce que j'étais trop turbulente pour eux, parce que j'étais ingérable. Puis là, on parle de l'école interne là-bas. Là. Ouais. C'est même pas de l'école externe en plus. Oui, exactement. C'est l'école interne mélangée avec les gars. Mais tu avais 16 ans dépassés à cette époque-là. Oui. Oui. Fait qu'eux, selon la loi, là, il n'y avait pas une genre d'obligation de te scolariser. Exactement. Si on se donne des vrais mots, là. Oui. Fait qu'eux, ils ont comme négligé ta demande de te scolariser, si je comprends bien. Je voulais aller à l'école, puis écoute, ça a pris tellement du temps. Je les harcelais quand même à chaque jour, là, puis leur dire, ben, tu sais, j'ai rien à faire, je peux-tu aller à l'école, je peux-tu avoir mon secondaire 5, je comprends que vous voulez me placer à part, mais moi, je peux-tu être une personne normale dans la vie? Et puis, ça a pris quand même du temps. J'ai resté là 3 semaines et demie. Ça a pris 1 semaine et demie, quasiment 2 semaines, avant qu'ils aient accepté que j'aille à l'école. Pareil, ça a pris 3-4 jours avant que je puisse aller à l'école à mon premier cours. Et puis après ça, tu sais, ils se trouvaient toujours des excuses pour pas que j'aille à l'école. Je leur avais pas rempli la feuille comme qu'ils voulaient. Ben, tu t'en vas dans ta chambre, la porte est barrée, puis tu restes là. La réadaptation était prioritaire à l'éducation. Oui, exactement. Exactement. Pour eux, c'était complètement ça. Là. Pour eux, les feuilles étaient plus importantes. Les feuilles qui parlaient de toujours c'est quoi mon problème, c'est quoi j'ai fait pour être ici, etc. Parce que moi, j'écrivais sur les feuilles j'ai besoin d'aide. Pour eux, d'écrire ça, c'était pas normal. Fait qu'il fallait toujours que je recommence, puis que je recommence, puis que je recommence. Mais dans ce temps-là, eux autres, tu sais, le cours finissait. Fait que là, oh non, ben non, c'est pas correct la feuille, là. Donc, tu vas rester pour l'autre cours. Fait que dans ce temps-là, je manquais un cours. Puis après ça, je manquais un autre cours. Puis là, cette feuille-là, j'imagine, là, c'est la feuille comment je me sens, c'est quoi mes émotions, c'est quoi les ressentis dans mon corps, et puis quels sont le problème relié à ça, puis comment je peux faire une demande d'aide, tu sais? Oui, exactement. Puis le 1 sur 10, comment je me sens, puis tout, là, ouais. Puis toi, dans le fond, c'est que tu voulais pas l'écrire, mais j'imagine que si tu aurais eu quelqu'un devant toi pour en discuter, tu aurais bien été ouverte pour en parler, mais peut-être pas pour l'écrire sur une feuille de papier. J'étais beaucoup plus vocale, je te dirais. Moi, et puis les papiers, c'est pas deux. Moi, puis les papiers, ça fonctionne pas. T'sais. Moi, je me suis toujours dit, si tu veux apprendre à me connaître, ben viens me voir en face, puis m'a t'expliquer. Si tu portes pas le temps de venir me voir, c'est parce que ta feuille, elle vaut rien. Ça me sert à quoi, moi, de t'écrire ça sur une feuille quand t'es même pas capable de venir me voir? Déjà que c'est difficile de s'exprimer puis de parler de ce qu'on vit puis de ce qu'on sent, de l'écrire, c'est comme encore plus dur. Fait que là, tu sais, c'est comme... On va commencer par la première étape qui est juste d'apprendre à s'exprimer, puis après ça, on apprendra à l'écrire, tu sais. Oui, exactement. Puis, t'avais-tu un psychiatre qui t'aidait aussi? J'avais pas de psychiatre. Dans le fond, eux autres, lorsque je suis revenue, lorsque j'ai eu fini mon temps, je parle comme si j'aurais été en prison. Fallait qu'on mette un papier en dessous de notre porte, le glisser en dessous de notre porte pour aller aux toilettes.
Si on était chanceux, le gardien il passait et puis on pouvait aller aux toilettes. Mais sinon, ben écoute, soit tu pisses dans ton lavabo, soit tu fais tes besoins dans ton lavabo, soit que tu te retiens. Moi, en ayant la maladie de Crohn, j'étais pas capable de me retenir. Fait que soit que je me le faisais sur moi, soit que je le faisais dans le lavabo. Puis en tant que tel, quand les éducateurs voyaient ça, ben moi, je me faisais chialer dessus, puis ils défaisaient toute la chambre pour que je la refasse. Fait qu'ils prenaient ça comme un trouble de comportement au lieu d'être ce que c'était vraiment, c'est-à-dire un problème avec ton intestin. Exactement. Et ils savaient que j'avais ce problème-là, parce que quand j'étais plus jeune, quand j'étais dans mes familles, j'ai vu des pédiatres et puis ils l'ont dit. Sauf que pour eux, c'était une recherche d'attention. Comme tout ce que je faisais, comment j'agissais, pour eux, c'était une recherche d'attention. Pour eux, j'avais pas de problème, je suis un enfant bien normal. Puis, tu sais, on parlait d'accès à un psychiatre ou autre. Que tu as eu des médicaments, toi? J'en ai eu très, très tard. Je te dirais, lorsque je suis revenue, j'ai eu fini au gouvernail, je suis revenue à l'Escale. Et puis, par la suite, pour sortir, pour avoir mes sorties, pour aller voir mes intervenants, pour aller voir, je te dirais, ma travailleuse de rue et mon travailleur de rue dans le temps. Pour aller les voir, ben, j'étais obligée de rencontrer un psychologue attitré qu'eux avaient choisi. Ça marchait vraiment pas avec le psychologue, mais j'étais obligée d'aller à ces séances. Je lui parlais de mes difficultés du centre jeunesse. Et puis lui, à la fin de la rencontre, il allait voir les éducatrices puis il déballait tout. Comment moi je peux y faire confiance? C'était impossible pour moi. Fait que je préférais rester dans ma chambre que de le rencontrer. Et puis la manière que les éducateurs me faisaient toujours, c'était ouais, mais tu sais, Carole, t'as pas rencontré le psy? Ben, je suis désolée, t'as pas ta sortie. Mais il savait ce que moi, j'avais besoin, c'était d'aller voir mes travailleurs de rue. J'en avais besoin. Ça a l'air des personnes vraiment importantes pour toi. Comment tu les as rencontrés, ces gens-là? Mes travailleurs de rue, je te dirais, moi, quand j'étais jeune, j'étais à la table mise. Quand j'étais pas dans le centre jeunesse, là, et que j'allais à l'école, j'étais au CFR. Et puis, j'ai été à la table de mise. Et puis, il y a une dame, c'est une photographe. Disons qu'elle m'a beaucoup apporté dans la vie. On a fait des photos de plusieurs personnes et des personnes âgées et tout. Elle m'a vraiment appris sur le Photoshop et tout. C'était un projet de l'école. C'était la seule que j'étais capable de vraiment parler. Et puis elle a dit, ben écoute, je le sais. Je le sais que tu ne vas pas bien. Je sais qu'en tant que tel, c'est pas de la recherche d'attention, mais je sais qu'il se passe quelque chose que toi, tu n'es pas capable de m'expliquer. Je connais une personne qui est travailleur de rue, qui aide les jeunes comme toi. Si tu veux y en parler, moi, je te l'offre. Et puis moi, je lui ai dit, ben oui, tu sais, ça me dérange pas. Je te dirais, je consommais déjà dans le temps. Disons que j'ai reçu un message du jour au lendemain d'un monsieur, et puis c'était justement le travailleur de rue, mais j'y ai pas fait confiance tout de suite. Pour moi, disons que je me disais que c'était de la police. Fait que disons que, tu sais, moi, j'ai appris de ne pas faire confiance à la police, j'ai appris à ne pas faire confiance à personne par ma famille. Fait que j'ai comme eu peur de cette personne-là, mais après ça, on s'est rencontrés et tout. Lui est parti au patrouille à Camado. Donc, il y a eu d'autres personnes qui ont pris la place. Et puis, c'est là que j'ai rencontré mes deux travailleurs de rue. Mais je suis toujours suivie par la fille, dans le fond. Elle m'a beaucoup apporté. Elle m'a montré ce qu'on m'avait jamais montré. Que même si tu acceptais des sous, même si tu acceptais, mettons, qu'on te paye un café, ben, ça ne voulait pas dire qu'on voulait ton corps pour autant. Pour moi, dans ma tête, tu me payais un café, ben, c'est parce que soit tu allais me violer, soit parce que tu voulais mon corps. Là. Pour moi, c'était ça, parce que dans la famille où que j'ai été, c'était de l'agression sexuelle. Et puis, dans le centre d'accueil, ben, j'ai fugué avec une fille et puis je me suis ramassée chez deux gars.
Dans le fond, j'ai fugué du centre jeunesse avec une fille de mon unité. Et puis, je me suis ramassée chez deux gars. Les deux gars étaient amis avec la personne. On a fumé de la marijuana. On a bu de l'alcool. Par la suite, la seule chose que je me rappelle, c'est d'avoir eu une canette de Pepsi par la fille que je pensais faire confiance, qui était de la même unité que moi. Et puis, je me suis endormie tout bonnement sur le divan. Je me suis réveillée, mes pantalons étaient à l'autre bord du divan. J'étais juste en string et j'étais mouillée. J'étais mélangée, j'avais de la misère à marcher. Et puis, j'ai été pour voir ma chum de fille. Et puis, je l'ai vu se faire payer. J'ai pas porté un plat. Puis, j'ai regardé ma chum, puis je lui ai dit, il s'est passé quelque chose parce que je me sens qu'il s'est passé de quoi. Et puis, ma chum de fille me regardait en riant, me collait un taxi et me garochait dans le taxi en disant au chauffeur, rapportez-la au centre jeunesse. Cette fille-là est en fugue. En arrivant au centre jeunesse, il est débarqué, il a été chercher les agents. Les agents m'ont tiré du char, m'ont traîné jusqu'à l'isoloir, la pièce où on enferme les jeunes, dans le fond, quand ils sont en crise ou peu importe. Ils m'ont laissé là. Écoute, ça a pris au moins 1 heure à 2 heures avant qu'une éducatrice vienne me voir. L'éducatrice est venue me voir. Ils m'ont dit, tu sais, moi, je leur ai dit, tu sais, il s'est passé de quoi. Je sais qu'il s'est passé de quoi. Ils m'ont demandé de montrer c'est où que j'avais mal. Je leur ai pointé mes parties génitales. C'était mon éducatrice à moi dans mon dossier. Par la suite, ils m'ont monté à l'unité. En montant à l'unité, j'ai reparlé à mon éducatrice. Dans le fond, moi, je lui ai dit, je sais ce qui s'est passé de quoi. Je le sais. Le monde ne peut pas me dire que je le sais pas. Il s'est passé de quoi. J'en suis 100% consciente. Oui, il me manque un bout. Mais moi, quand je me suis endormie, j'avais un paire de pantalons. Puis quand je me suis réveillée, j'avais plus de pantalons, j'étais en string, puis j'étais mouillée. Il s'est passé de quoi, je vous jure, croyez-moi, je vous en supplie. Ils m'ont pas cru. Elle m'a pas cru. Elle m'avait dit comme de quoi que je puais, puis il fallait que j'aille prendre une douche. Je lui ai dit non, je te le dis, il s'est passé de quoi. Tu sais, je continue toujours avec mon speech de non, il s'est passé de quoi, je te le dis, il s'est passé de quoi. Il faut qu'on fasse de quoi, il s'est passé de quoi. Pour elle, c'était pas. Ça se pouvait pas que ça m'arrive. Puis par la suite, elle me forçait à aller me laver. Je suis sortie, j'ai demandé à parler à la travailleuse sociale. Ma travailleuse sociale est venue le lendemain. Elle est venue me voir. Je lui ai expliqué, écoute, je suis persuadée que j'ai vécu une agression sexuelle. Je me suis réveillée, puis tu sais, je leur ai tout réexpliqué. Puis elle a été voir mes éducatrices, puis elle a dit, ben écoute, on va la faire passer une trousse médico-légale. J'ai passé la trousse médico-légale, mais si tu te laves, les choses qui sont sur toi, les traces d'ADN et tout, les preuves, ils disparaissent parce que tu te laves. Je savais que c'était déjà fichu. Je savais qu'il n'y avait plus rien à faire. Je le savais. C'est pour ça que tu manifestais autant d'opposition à ton intervenante. C'était pour pas faire paraître les preuves, c'est parce que tu le savais. Oui. Oui. Tu sais, on dit toujours qu'il faut suivre notre bête. Cette fois-ci, je voulais la suivre. Je savais c'était quoi le mal-être, l'inconfort, le sentiment que tu avais après d'avoir vécu quelque chose d'atroce. Je le savais parce que je l'avais déjà vécu. Pour moi, c'était pas nouveau. Pour moi, c'était quelque chose que j'avais déjà ressenti. Par la suite, j'ai rencontré les enquêteurs. Puis les enquêteurs m'ont dit, ben écoutez, on peut pas rien faire. Il n'y a plus rien. Puis ça faisait trop longtemps pour les tests sanguins pour qu'ils trouvent quelque chose dans mon sang. Puis toi, ces gens-là, tu les connaissais pas non plus. Tu les avais jamais rencontrés. C'était des parfaits inconnus pour toi. Puis, Oui, exactement. La seule chose que je savais, c'était leur synonyme de nom. Mais encore là, est-ce que c'est leur vrai nom? Je ne le saurais jamais. Je savais était où la maison.
Tu sais, encore aujourd'hui, pour moi, c'est un trauma, là. Je m'en vais dans ce coin-là, puis je suis pas capable. Je check partout, puis j'ai peur. Puis l'autre personne, la fille, ton amie, ta supposée amie, là, elle, Ouais. j'imagine qu'elle n'a jamais avoué non plus. De son côté, il n'y a pas eu d'enquête qui a été faite. Dans le fond, vu que les enquêteurs n'ont rien trouvé, mais ils ont fermé l'enquête. L'éducatrice a eu une chance de plus de dire que j'avais un problème, que je recherchais l'attention, c'est pour ça que j'avais déclaré ça. Et puis, ils ont fait revenir la fameuse amie dans la même unité que moi. Euh, on a passé très proche, très, très proche de se battre. Parce que moi, lorsque je l'ai vue, c'était impossible pour moi qu'elle rentre dans la même unité que moi, là. Et puis par la suite, à place de me prendre moi puis de me mettre dans une unité que j'aurais été bien, ben ils ont préféré me mettre dans un genre de pièce seule, là, je te dirais. C'est une pièce où que, tu sais, plein de paysages sur le mur et tout, avec des oiseaux puis tout. C'était une belle pièce. Mais t'étais quand même à l'écart. Puis t'as un agent qui te surveille 24/7. Puis la fille, ben, elle pouvait vaquer ses occupations, puis elle était dans l'unité. Fait que c'était moi qui étais puni pour quelque chose que j'essayais seulement de dire la vérité, en fait. C'est moi qui ai été puni. Jusqu'à temps que je dise non, il s'est rien passé. La journée où que j'ai dit comme eux, ils m'ont remis dans l'unité. Parce que moi, souvent, je leur disais, ouais, mais c'est votre faute. C'est votre faute s'il n'y a plus de preuves. C'est votre faute s'il n'y a plus rien. Parce qu'on m'a forcé à me laver. Je sais pas si ils pensaient que j'étais assez forte ou peu importe pour porter plainte contre la DPJ, mais tu sais, Il voulait surtout pas entendre que peut-être qu'il y en avait une dans la gang qui était une recruteuse, puis que c'était peut-être elle le problème. Ça, il voulait pas le voir du tout, tu sais. ils savaient. Écoute, il y a une éducatrice qu'un jour, je me suis assise avec. Il y avait juste elle puis moi. Et puis, je lui ai posé la question, pourquoi qu'on met les personnes qui ont besoin d'aide avec les personnes comme eux? Et puis, elle m'a regardé puis elle m'a dit, écoute, Carole, c'est tellement dommage. Moi, en tant qu'éducatrice, je ne peux pas rien changer parce que la directrice de la DPJ a choisi que ça soit comme ça. Mais on est très bien conscient qu'il y a des recruteurs, qu'il y a des PM, qu'il y a... On est très bien conscient de ça. Et on est très bien conscient qu'il y a des personnes ici qui sont pas criminelles, qui ont juste besoin d'aide. Et que dans le fond, elle s'est fait ordonner de se taire, de ne pas parler de ça. Elle était au courant qu'il y avait ça, mais y avait-tu d'autres intervenants dans le centre jeunesse qui étaient plus qu'au courant? Je te dirais, ça, c'était beaucoup tabou, extrêmement tabou. C'est dans mon unité à moi, il y avait un homme qui était en collaboration avec une fille qui était proxénète, qui laissait la porte ouvrir pour que eux autres ils se poussent, sachant très bien qu'au bout de la rue, la fille qui était partie avec l'autre fille qui recrutait, qu'elle allait se remettre dans un coffre de char. La personne, l'éducateur, était au courant, mais cette personne-là, l'éducateur en personne, était attiré vers les filles. Oui, il donnait des filles aux recruteuses, mais il en profitait par lui-même. Je sais pas si on peut comprendre. Oui, il tirait des petits avantages, là. La recruteuse lui laissait poignasser, j'imagine. Oui. Okay. Lui, il venait lorsque il n'y avait pas personne, puis que c'était lui qui était censé surveiller les filles. Il venait dans les chambres, puis il faisait ce qu'il avait à faire. Ouais. Ça, c'était un intervenant de plancher, là, je veux dire, Oh oui. standard comme n'importe quel autre, là. C'était pas... parce que des fois, on entend des histoires aussi avec les gardiens de nuit, là. Des fois, il y a des gens qui sont
peut-être pas supposé d'être gardien de nuit puis qui rouvre les portes le soir aussi. Là. Mais toi, là, ce que tu parles, c'était vraiment quelqu'un qui était éducateur, qui faisait partie de l'équipe standard d'intervention. Oui, exactement. C'était toujours le même. Écoute, c'était même pas un remplaçant, hein, c'était un éducateur plancher qu'on appelle. Là. Et puis, oui, par rapport à ce que toi t'as dit, oui, ça existe extrêmement beaucoup de gardiens de nuit dans les unités qui s'amusent à rentrer dans les chambres des personnes, dont une histoire qui a fait la tournée pas mal de l'escale, qui a été une fille dans mon unité, en baby doll, là, en petite tenue, là, puis qui était dans sa chambre, qui était dans son lit. Et puis, il s'est passé quelque chose entre ces deux-là. La fille était non consentante. Attouchement sexuel, etc. Et puis, elle l'a dit à ses éducateurs, qui était la même que la mienne. Elle a décidé de ne pas la croire. La fille était mon amie, donc elle m'en a parlé. Et puis, tu sais, moi, je la croyais. Parce que, tu sais, mettons, tu sortais de ta chambre, puis tu allais aux toilettes, tu tombais face à face avec son bureau, et puis tu le voyais qu'il aimait bien ça, se passer un poignet. Fait que. Ça se voyait? Ben, écoute, il n'y avait pas de pantalon, puis c'est ça. Mais Ouais. voyons donc. Ouais. Gardien de nuit, toi qui profites des réseaux Internet pendant son chiffre. Comment tu as réussi à sortir de ce milieu-là? Es-tu resté en centre jeunesse encore longtemps après ça? J'ai resté jusqu'à ma majorité. Il me restait environ un an et demi. Par la suite, j'ai retourné au gouvernail parce que je me suis battue avec une fille qui était la recruteuse qui donnait des personnes gratuitement à l'éducateur. Je me suis battue avec cette fille-là et puis j'ai eu un aller simple au gouvernail, au sécuritaire. Et puis au sécuritaire, on a connu deux agents que leur contention était de prendre les filles par les strings, de tirer le string, puis de baisser les shirts. Ça veut dire que la fille, elle arrivait pour aller en contention, elle se faisait tirer le string, baisser le shirt, puis après ça, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, tu sais, il y a plusieurs filles qui disaient, ben, tu sais, ils s'amusaient à me toucher, ils s'amusaient à ci, ils s'amusaient à ça. Moi, j'ai eu une personne de ces deux-là. Il était 4 sur moi. Lorsqu'il partait en intervention, il était 3 à 4 minimum sur une personne. Et puis, pendant que les 3 autres m'apportaient, ben, il y en avait un qui me tirait les strings et puis qui avait baissé mes pantalons. Puis qui aimait ça me flatter les fesses. Je suis revenu dans mon unité après avoir passé 2h30, 3 heures quasiment dans leur salle de garde. Salle de retrait, genre? Salle de retrait, salle de garde. Là où il y avait les agents qui nous surveillaient. Par la suite, je suis revenu dans mon unité et puis j'en ai parlé à l'éducateur. Il m'a dit comme de quoi, oh non, ça se peut pas. Retourne dans ta chambre. Donc, après un petit bout, j'ai commencé à juste me taire parce que je me suis dit que ça servait à rien d'essayer. Ça servait à rien d'essayer de leur faire comprendre de quoi quand dans leur tête, ils sont plus intelligents que tout le monde. Ils pensent seulement à leur vérité. Puis toi, dans le fond, t'es juste en recherche d'attention, puis t'inventes des histoires, tu sais. Exactement. Bon, le gros sarcasme, là, dans ce que je dis, mais... Ouais. C'est ça. Ouais. C'était quand même ça, là. T'sais, ils ont essayé de monter mes travailleurs de rue en leur disant, ben non, écoutez-la pas. Elle est en recherche constante d'attention. Malheureusement, il y a plusieurs personnes qui le pensaient jusqu'à temps de ma dernière tentative où j'ai vraiment failli y rester. Puis que, tu sais, là, les choses ont commencé à sortir, tu sais. J'ai eu des amis et puis je me suis fait, en tout cas, il y a eu une grosse chose avec la police. Je me suis fait retrouver, j'ai failli aller à Edmonton, etc. Il s'est passé beaucoup de choses. Fait que, dans le fond, à cause de ça, mes travailleurs de rue m'ont commencé à me croire. Attends un peu, ton histoire avec Edmonton, c'est-tu encore une affaire de fugue mal virée? J'avais 18 ans, c'est la recruteuse que je m'avais battue avec au centre jeunesse.
Comment qu'elle a fait pour essayer de t'envoyer à Edmonton? Malheureusement, moi, j'essayais d'avoir de l'amour, du réconfort, ce que j'avais pas eu dans le fond. Puis, encore une autre fois, je la prenais comme ma soeur de cœur, ma meilleure amie. Je lui avais tout dit sur moi. Et puis, par la suite, elle avait 18 ans, j'avais 18 ans, elle m'a invité dans sa chambre d'hôtel. Disons que j'ai été menottée et tout, là. Ça a été un gros procédé. Fait que dans le fond, t'as été probablement drogué, Ouais. ils t'ont menotté, puis ils t'ont chippé. Ils ont essayé de te chipper là-bas. J'ai fait au-dessus de 250 clients sans que je le veuille. Ça a été très lourd pour moi. Fait que ça, tu sais, quand t'es sorti du centre jeunesse, dans le fond, j'imagine comme bien du monde, ils t'ont donné ton sac à poubelle avec tes choses dedans, puis t'es parti, puis là, ben, t'es resté ami avec cette fille-là, puis est arrivé ça. Dans le fond, moi, à mes 18 ans, j'ai eu le droit, au moins c'était la seule chose que j'ai eu le droit, c'est pas super. Il était pas mangeable, mais écoute, j'ai eu un gâteau. J'ai eu un gâteau avec 2 pack-sacs qui étaient en arrière de la porte pour monter en haut pour aller aux chambres. Moi, je me suis dit, bon, c'est sûrement une nouvelle admission. Mais non, c'était les miens. C'était mes affaires qui étaient dans des sacs à vidange. Puis, tous les éducateurs sont venus me voir et m'ont dit, ben, tu sais, moi, je te souhaite de continuer, d'avoir une belle vie, blablabla, blablabla, tout le speech là, qu'ils envoient, là. Puis, ils ont juste ouvert la porte, ils ont mis mes 2 pack-sacs là, puis ils m'ont dit, bonne vie, ma grande. J'étais pogné à Cap-Rouge. Je savais plus où m'en aller. Je savais plus quoi faire. J'étais désemparée. Est-ce que je revenais dans ma famille puis je recommençais à me faire habituer? Est-ce que je rencontrais un gars sur le bord de la rue puis que je lui disais, ben écoute, apporte-moi avec toi? Je savais plus quoi faire. J'ai décidé de marcher. J'ai rencontré du monde, puis j'ai fait de la fête, puis après ça, ben j'ai eu la recruteuse. Fait que dans le fond, là, tu as été pris à Edmonton, ils t'ont trouvé dans un coffre de valise, puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été renvoyée à Québec. Il y a eu un long cheminement sur la recruteuse. Là. Ça a été très, très médiatisé. Ça a porté 2 ans et demi en enquête. Et puis, écoute, c'était pas la seule fille, moi, qui avait recruté du centre jeunesse. Il y avait beaucoup de filles qui avaient recruté du centre jeunesse, dont des filles encore qui étaient mineures en sortie puis qui avaient eu des choses. Fait que dans le fond, après ça, tu t'es tourné vers des organismes communautaires pour essayer de reprendre un bon chemin. Tu avais maintenu aussi des relations, j'imagine, avec les travailleurs de rue. Oui, j'avais toujours maintenu une relation avec les travailleurs de rue. Lorsque ça s'est passé, j'ai voulu m'enlever la vie. J'ai été sur le pont de Québec et j'ai voulu me pitcher en bas. Pour moi, j'avais eu tellement de choses, j'étais plus capable. Pour moi, c'en était assez. J'ai essayé de me pitcher de l'autre bord du pont, dans le fond, de me pitcher en bas. J'ai été à l'hôpital, ils m'ont transféré à Robert-Gifford. Robert-Gifford, qui est un institut en santé mentale à Québec. Et puis par la suite, j'ai été médicamentée, etc. Seroquel, toutes les patentes de médoc qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Là. Par la suite, je te dirais, j'ai resté, mon Dieu, un bon 1 an et demi. Puis par la suite, je suis sortie avec une flopée de médicaments. Et puis par la suite, je te dirais, j'ai rencontré un gars que j'ai vu à l'hôpital. Pas qui était patient, mais qui avait venu voir une fille qui était patiente. Et puis, ça a été mon conjoint pendant 1 an et demi. Pour moi, c'était le prince charmant. Pour moi, il venait me sauver. T'sais, il me disait tout ce que j'avais jamais eu. Tout ce qui est le plus beau, tout ce que je rêvais d'avoir, en fait. Fait que moi, je l'ai cru. Puis, ben, je suis sortie avec lui. Et puis, il m'a apporté
quand même loin de chez moi. Puis j'ai eu de la violence conjugale, physique, sexuelle, psychologique. Après 1 an et demi, la police, ça a débarqué ça a débarqué chez moi. J'ai jamais compris pourquoi, mais j'ai pas porté plainte parce qu'en même temps, je me disais, c'est qui va me croire, on m'a jamais cru. Fait que je préférais me taire. Et puis, j'ai décidé du jour au lendemain de partir juste dans la rue. Pour moi, c'était plus sûr d'être dans la rue. T'es resté dans la rue combien de temps? Jusqu'à 19 ans et 3/4. Mon premier logement a été quand j'ai eu 20 ans, avec mon conjoint actuel, avec le père de mes enfants. C'était un gars aussi qui a eu un lourd parcours à la DPJ. Disons qu'on s'est trouvés dans notre histoire. On a rempli les critères qui nous manquaient, je te dirais, l'un chez l'autre. Et puis, ça a fait qu'on s'est réparés mutuellement. Fait que finalement, ta situation s'est stabilisée quand tu l'as rencontré lui. Après ça, tu as eu accès à un appartement. Puis... Exactement. Mais disons que, tu sais, j'ai toujours eu l'aide de mes travailleurs de rue, ma travailleuse de rue, de Trip Jeunesse Beauport. Je te dirais qu'ils m'ont sauvé la vie. Ils veulent pas que je leur donne ce titre-là, mais si je les aurais pas eu dans ma vie, malheureusement, je serais pas heureuse aujourd'hui, puis je n'aurais pas mes enfants que je chéris de tout mon cœur. C'est quoi qui ont fait qui t'a le plus aidé, ces travailleurs de rue-là? C'est le seul nom que j'aimerais dire pour s'il y a des gens comme moi qui ont eu besoin. Mylène de Trip Jeunesse Beauport. C'est une femme qui a du caractère, mais qu'elle adore aider le monde. J'ai supplié tant de fois Mylène de me laisser tomber parce que je me disais que j'étais un problème, parce que j'ai cru en ce que la DPJ me dit, mais elle m'a jamais abandonné. Elle fait tellement de choses pour moi. Pour moi, c'était pas normal d'accepter. C'était pas normal d'accepter, admettons, un café ou peu importe, d'une personne. C'était pas normal d'accepter ça parce que si j'acceptais ça, c'est parce que c'est sûr qu'elle allait avoir autre chose derrière ça. Elle m'a fait montrer c'était quoi aimer, c'était quoi pouvoir s'aimer soi-même, c'était quoi nos qualités, c'était quoi nos défauts, elle m'a montré c'était quoi une personne. Tu sais, moi, je dis toujours que c'est comme ma mère parce qu'elle a fait le rôle de qu'est-ce qu'une mère est censée faire. C'est une personne qui a été stable aussi pour toi dans le temps, dans le fond, malgré les choses que tu as vécues. Elle est restée là, puis elle est toujours là auprès de toi quand tu vis des moments plus difficiles et tout. Puis ça t'a aidé dans ta transition à la vie adulte aussi, là. Oui, extrêmement. Puis ça a été, et je dois le dire, ça a été la seule personne qui m'a cru. Elle savait. Tu sais, elle l'a vu, la personne dans ma grand-mère, elle l'a vu aller. Et puis, elle savait que ce que je disais, c'était pas de la bullshit. Ça a été la seule personne qui m'a cru. Tout le reste me disait que je mentais, que je manipulais, que je recherchais de l'attention. Puis, dans le fond, les valeurs qui t'ont servi pour te guider à travers tout ce que tu as vécu, c'est quoi? La résilience, puis ma force intérieure. Si Mylène m'aurait pas fait voir la force que j'avais à l'intérieur de moi, j'aurais jamais été capable d'affronter tous les combats que j'ai affrontés, là. J'ai eu beaucoup de résilience parce qu'à chaque fois que je suis tombée, je me suis relevée. De peine et de misère, mais je savais qu'à côté de moi, j'avais Mylène qui me tendait toujours la main. Puis tu sais, je voyais pas que j'étais tout seul, je voyais pas que j'étais tout seul à affronter ça. J'avais de l'aide de ma travailleuse de rue. Et puis, grâce à ça, j'ai pu me relever à chaque fois que j'ai tombé.
Fait que je dirais de la résilience parce que, justement, aujourd'hui, je suis encore là. Comment tu vis ça maintenant, toi, que ce soit toi maintenant qui sois maman, dans ton rôle de maman, comment tu vis ça un peu, d'être Ben, maman à écoute, ton tour? moi, je te dirais, j'ai trouvé ça, désolé pour mon mot, mais moi, j'ai trouvé ça dégueulasse quand que j'ai accouché de ma fille. Cause que j'ai été une jeune du centre jeunesse, la DPJ s'est permis, elle s'est carrément permis de faire un abus de pouvoir et de rentrer dans ma vie. Quand il y avait pas de motif raisonnable. Lorsque le pédiatre, lorsque les équipes soignantes m'ont laissé partir avec mon enfant, ils sont venus cogner, ils nous ont pris à part, puis ils m'ont dit que j'étais une prostituée, qui n'est réellement pas vrai. Et en plus de ça, c'est que ce qu'ils me disaient que j'avais fait, c'était ce qui s'est passé à Edmonton, sauf que ça a été médiatisé que j'ai été une victime et non que moi, j'y ai participé. J'ai été une victime et la DPJ s'en est servie pour me dire que j'avais fait de la prostitution. Et ils se sont servis des dossiers de mon conjoint de quand il était au centre jeunesse, de quand il était à la DPJ, pour essayer de nous dire qu'on était des mauvais parents. Même si le pédiatre leur avait dit, écoutez, c'est des parents exemplaires, on n'a jamais vu ça, des parents comme ça. On aimerait en voir plus. Ils leur ont dit, moi, si j'étais vous, je leur laisserais partir avec. Mais à cause que mon conjoint, lorsqu'il était à la DPJ, qui avait des problèmes de comportement, qui ne savait pas se gérer, que la DPJ disait, à cause de ça, ils ont demandé l'exemption du père. Fait que dans leur papier à eux, c'était comme si vous aviez jamais été capable d'évoluer. C'est comme si vous n'étiez Exactement. pas des êtres humains normaux, c'est comme si vous étiez des barbares. Puis vous Exactement. alliez les rester. Oui. C'est ça, rempli de préjugés puis de stigmatisation, mais tu sais, c'est aussi, tu sais, je pense en lien avec beaucoup de jeunes qui ont vécu de la maltraitance intergénérationnelle, mais là, tu sais, c'est qu'à un moment donné, ça ne s'applique pas à tout le monde non plus, fait qu'il faut faire la nuance des choses. Pour eux, même si, écoute, ça faisait 1 an qu'on ne consommait plus, qu'on ne faisait plus rien. Ça faisait 1 an que notre vie allait droit. Notre loyer était payé à chaque mois. Hydro, tous les comptes étaient payés. On avait de l'argent de lousse. Écoute, ma fille était même pas née, puis elle avait tout, qu'est-ce qu'elle avait besoin, jusqu'à ses 2 ans, fois 4. Mais malgré ça, ce n'était pas assez pour leur prouver qu'on était des bons parents. Moi, comme qu'ils m'ont dit, ben, madame Carole, on ne peut pas vous laisser avec votre fille. Vous allez faire des crises de panique, vous allez vous enlever la vie parce qu'on va vous séparer de monsieur. Et du côté de monsieur, ben, monsieur, on ne peut pas vous laisser avec votre enfant parce que si vous avez un état de rage, ben, vous allez battre quelqu'un devant votre enfant. Il se servait de ce qui s'est passé quand on était jeune pour nous enlever notre propre enfant. Vous avez dû vous battre devant les tribunaux pour ça et tout, là. On s'est battu devant les tribunaux. Le juge a dit à la DPJ, à la travail sociale, de se taire. L'avocat de ma fille, l'avocat de mon conjoint et mon avocat étaient tous d'accord sur la même chose, que c'était carrément un abus de pouvoir. La travail sociale, qui était la travail sociale de mon enfant, avait 3 jours. 3 jours pour chercher quelque chose, pour dire, ben, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça qu'on. En 3 jours, le juge lui a demandé, ben, avez-vous des preuves? Ben, je le sais pas. Ils se sont eux-mêmes calés parce qu'ils savaient pas rien. Mais pour eux, c'était important que le père soit pas avec l'enfant, puis que la mère soit entourée, puis jamais être seule avec son enfant. Mais ils n'étaient pas capables de donner de preuves. Ils vous ont genre coté risque de négligence, puis là, après ça, ça a commencé à dégénérer. Il y a eu un signalement de négligence, maltraitance, malnutrition. Ma fille était même pas née. Puis ils l'ont pris au sérieux. Puis, dans le fond, ça m'amène un peu à te demander,
j'ai une question que je vais diviser en deux pour notre épisode. Si tu avais un message à transmettre aux jeunes, ce serait quoi? Et si tu avais un message à transmettre aux intervenants de la DPJ, ce serait quoi? Si j'avais un message aux jeunes, je te dirais la personne ou les personnes qui sont en situation d'infériorité. Je sais que ça peut faire peur, mais allez chercher de l'aide. Que ce soit la DPJ qui vous maltraite, que ce soit les familles d'accueil, n'ayez pas peur d'aller chercher de l'aide. Plus qu'on va être à divulguer, plus qu'on va être à dire ce qu'il y en est, un jour, il y a quelqu'un qui va nous prendre au sérieux. La résilience. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas beau, mais ce que moi j'ai appris avec ma famille, c'est que malgré qu'on passe un mauvais temps, ça peut toujours mieux aller. Ça peut jamais aller plus bas que ça allait déjà. Fait que de toujours continuer de se battre. Et puis un message pour les intervenants. Les intervenants qui voient que c'est injuste, qui voient que c'est carrément dégueulasse, ce qui se passe à DPJ, ben levez-vous donc et allez donc chercher de l'aide. Parlez donc pour les voix qui ne sont pas capables de parler. Parlez donc pour les personnes, les jeunes qui ne sont pas capables de mettre des mots parce qu'ils ont trop peur des répercussions qu'ils vont avoir. Puis les autres intervenants qui aiment la maltraitance qu'ils font, qui aiment voir les enfants avoir autant mal, vous n'êtes vraiment pas à votre place. En fait, d'un autre côté, ce monde-là qui ne sont pas à leur place, en quelque part, eux autres aussi devraient aller chercher de l'aide, mais j'imagine qu'ils ont des problèmes, des troubles de personnalité qui sont tellement complexes que ça les empêche d'aller chercher de l'aide. Parce qu'ils voient que ceux qui vont chercher l'aide, c'est des faibles. Tu sais? C'est pour ça que je dis comme des cas qui sont pas à leur place. Parce qu'ils sont en train de briser une vie et qu'ils s'en foutent. Ils n'en ont rien à faire. Puis comme tu dis bien aussi, ceux qui sont témoins de ça, des mauvais traitements ou des mauvaises interventions, ben, qui n'aient pas peur de les dénoncer puis de parler pour ces jeunes-là qui ont peut-être moins de possibilités de le faire. Puis de. Tu sais, je pense beaucoup à certains intervenants qui n'osent pas prendre parole de peur de perdre leur job. Mais oui, mais tu sais, le jeune, lui, il risque de perdre sa qualité de vie. Il perd déjà sa qualité de vie. Il risque d'avoir des traumas et tout. Puis de ne pas avoir vraiment une qualité de vie plus tard. Fait que, tu sais, tu as une responsabilité éthique aussi de dénoncer ces pratiques-là pour d'arrêter de penser à son petit nombril ou à son petit chèque de paye, puis de dire, ben non, regarde, ça marche pas, puis on va pas avoir peur de les appeler les médias pour le dire, tu sais, que ça passe pas, puis que ça marche pas, tu sais, mais c'est ça. Tu sais, je dirais, c'est pas seulement une manière d'éthique, mais c'est une manière de personne. Enlève ton titre, mets-toi à la place du jeune qui vit ça. Oui, tu aurais un souhait peut-être à formuler par rapport au système. Tu sais, c'est tout le temps, à la fin de notre podcast, souvent on demande si tu aurais un génie, de l'homme magique, tu ferais quoi? Mais je pense que c'est évident que s'il y avait des choses que tu pourrais changer lors de ton expérience, tu le ferais, mais je serais curieuse de savoir par rapport au système, qu'est-ce que tu penses qui pourrait aider à changer ces dynamiques-là qui se jouent? L'écoute. L'écoute. Comprendre les jeunes. C'est bien beau que tu comprennes, mais si tu n'agisses pas, ça va pas plus. L'écoute, c'est très important. Agir, c'est très important aussi. Mais aussi, se wake up. Ouais, se réveiller, faire peut-être des pressions sociales. Il y a eu des milieux qui ont fait de la grève pour essayer d'augmenter leurs conditions sociales. Peut-être qu'il y aurait des moyens de pression qui pourraient être efficaces pour essayer de faire changer
qu'est-ce qui se passe actuellement? Parce que j'imagine que ça se peut arrêter à toi. Ce monde-là sont encore en poste. Là. Je veux pas chialer sur notre ministre, je veux pas chialer sur le gouvernement, mais il faudrait peut-être qu'ils s'enlèvent les yeux dans les fesses et qu'ils se réveillent. Ben beau les économies, ben beau aussi, ben beau ça, là. Mais il y a des jeunes, il y a des vies qui sont en train de se briser. Ils arrêtent de faire l'autruche, comme on dit. Exactement. Juste mettre la tête dans le sable, puis que... Mais là, il y a un recours collectif là, en ce moment qui est en train de procéder. Fait que si jamais le recours collectif passe pour la maltraitance dans les centres jeunesse, ben là, ils vont voir les signes de pièce, puis peut-être qu'ils vont réagir. En tout cas, j'ose espérer. En espérant. Puis, tu sais, c'est dommage parce que veut pas, c'est pas la première fois qu'on le dit, puis ça fait des années qu'on le répète, puis on se fait dire, des fois, la parole des plus anciens jeunes, elle n'a pas le même impact parce que ça fait plus longtemps qu'ils sont sortis, mais tu sais, on t'écoute, puis on a 10 ans de différence avec toi, puis c'est les mêmes histoires qui se répètent, là. Je veux dire, la commission Laurent a fait un chapitre très spécifique sur l'humanisation des services de réadaptation. Je pense que ça en dit long, tu sais, fait que... Je suis d'accord qu'il y a bien du chemin à faire, puis qu'il y a une pression puis une volonté politique qui doit être là, parce que sinon, les choses ne vont pas changer. Fait que sur ça, c'est pas mal la conclusion de notre épisode. Donc, je vais te souhaiter vraiment que tout se passe pour le mieux pour la suite. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Carole, de ta participation, puis prends soin de toi.